Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les Rwandais, tout comme les étrangers qui ont participé au marathon international de paix de Kigali, sont satisfaits de la manière dont l'événement sportif a été organisé, car selon eux, cela démontre la capacité du pays à organiser de tels événements de niveau international. Kassim Issouf nous fait le point. Ce marathon a rassemblé plus de 8500 personnes en provenance de 48 pays. Les ressortissants étrangers qui y ont participé ont fait savoir qu'ils ont été impressionnés par la façon par laquelle Kigali est propre, par la sécurité et la quiétude qui y règne et l'ordre qui se reflète dans tout ce qui est réalisé. Ce marathon est vraiment excellent. C'est la première fois que j'y participe. Vous savez très bien que Kigali est une ville propre et puis y faire une course à pied et un grand monde comme celui-ci, c'est vraiment très important. C'était bon mais pénible. Nous sommes toutefois heureux et nous sommes bien allés jusqu'au bout. Vraiment, le Rwanda est très charmant, mais il y a aujourd'hui trop de soleil. Le Rwanda est un pays charmant et propre. Il fait tout dans l'ordre et nous avons apprécié son climat. Les Rwandais qui ont participé à ce marathon ont indiqué que c'est une excellente occasion de montrer aux ressortissants étrangers la situation du Rwanda pour qu'ils reviennent y investir. La ministre du Sport, Munyangaju Aurore Mimosa, qui a également participé à cette course à longue distance, a indiqué que de telles compétitions seront régulières. Ce marathon sera comme à l'accoutumée régulière et organisé chaque année et nous apprécions que le niveau du marathon du Rwanda est passé au niveau supérieur. Le gagnant du full marathon chez les hommes est le Kenyan George Onyancha et chez les dames, c'est l'Éthiopienne Muluebet Stage. Au demi-marathon chez les hommes, c'est le Kenyan Kennedy Kipieko et Winfrida Mola Moseti chez les dames. Merci à Kassim. Un mois après les inondations qui ont ébranlé les provinces du nord et de l'ouest du Rwanda, causant d'énormes dégâts, les autorités éducatives intensifient les efforts pour aider les élèves à bien poursuivre leurs études en vue de mieux préparer les épreuves de fin d'année. Jeannette Ouaboubiyeye nous donne plus de précisions. Vers la soirée, les enfants quittent l'école. Certains retournent à la maison, mais d'autres prennent la direction du centre Nyemera-Mihigo, ayant été forcés de quitter leur domicile suite aux graves inondations qui se sont abattues sur la région en mai dernier. Ces habitants s'adaptent tant bien que mal à cette nouvelle vie, mais souhaitent retrouver sans délai des abris plus décents. Parmi les enfants scolarisés qui vivent dans ce camp, se trouvent les finalistes qui se préparent aux examens d'État devant sanctionner la fin des cycles respectifs. Ces élèves affichent de l'optimisme malgré les difficultés consécutives à leur situation familiale. Ils se félicitent d'un encadrement particulier dont ils bénéficient, même si le camp n'est pas en soi un lieu privilégié pour la concentration d'un candidat aux examens nationaux. Les autorités scolaires qui ont accueilli ces enfants se déclarent confrontés au nombre si élevé des enfants par classe par rapport à la situation d'avant les catastrophes. Malgré les difficultés, ils font tout pour bien accompagner ces élèves. Avant, nous avions 868 élèves, à qui s'est ajouté 821 en date du 9, 10 et 11. Les enfants n'étaient pas du tout stables, mais ils se sont adaptés rapidement. Les familles éprouvées par les catastrophes ont bénéficié d'une assistance particulière et le gouvernement du Rwanda a couvert pour elles les frais de scolarité et de restauration pour leurs enfants, un programme important pour la scolarisation des enfants, comme l'affirme le responsable de l'éducation dans le district de Rubavu.
Nous avons dénombré 65 élèves finalistes du cycle primaire, du secondaire dans les deux sites. En partenariat avec la Fondation Imbuto, nous les assistons particulièrement. Le matin, avant le cours, ils font une révision assistée par les enseignants. Il est prévu que ces centres d'hébergement des sinistrés ferment leurs portes progressivement au fur et à mesure qu'ils trouveront des habitations définitives dans des endroits sains, loin des zones à risque qu'ils habitaient auparavant. Ancien adjudant-chef de la gendarmerie des anciennes forces armées rwandaises avant 1994, en district de Nyanza, c'est au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana est poursuivi depuis le 10 mai dernier par la Cour d'assises de Paris pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Ce procès a bouclé sa 5e semaine d'audience. Suivons les détails avec Jean-Damascène Manichim. L'ancien adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza dans la préfecture de Butare au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana, est jugé depuis le 10 mai pour génocide et crimes contre l'humanité devant la Cour d'assises de Paris. Philippe Hategekimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Manier, a plaidé innocence en revêtu de son procès devant la Cour d'assises de Paris. 29 ans après les faits, l'homme est accusé de génocide, crimes contre l'humanité et participation à une entente en vue de commettre ces crimes. Tout au long de la 4e semaine du procès, la Cour s'est concentrée essentiellement sur sa participation présumée au massacre de la colline de Nyabubare le 23 avril 1994. Un témoin qui était à la gendarmerie de Nyanza a déclaré à la Cour avoir entendu un capitaine qui a demandé à Philippe Manier de prendre des armes dont un mortier pour s'attaquer aux Tutsis réfugiés sur la colline de Nyabubare. Il était là quand, en chemin, Hategekimana a donné l'ordre d'exécuter 6 personnes, dont un bourgmestre qui résistait au génocide. Il a ensuite entendu haranguer la population et l'enjoindre de tuer tous les Tutsis. Hategekimana est resté à côté du mortier qui lançait des projectiles sur la colline, a poursuivi le témoin. Les gens tentaient de fuir, mais la population s'est ruée sur eux avec des armes traditionnelles. Ils ont commencé à découper ces Tutsis et il y a eu au moins 300 morts, a déclaré le témoin. Les témoins ont également indiqué à la Cour que de nombreux Tutsis ont été sauvagement massacrés alors qu'ils tentaient de fuir vers le Burundi voisin. La Cour poursuit l'audition des témoins, certains présents à la Cour, tandis que d'autres font leur déposition depuis la capitale rwandaise, Kigali, par visioconférence. Parmi eux figurent notamment ceux qui ont été reconnus coupables des crimes de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le Rwanda s'est engagé à restaurer les superficies touchées par la déforestation et à sauvegarder ainsi les écosystèmes naturels du pays. Dans ce reportage Écho du Rwanda, revenons sur les initiatives qui appuient la vision du Rwanda de sauvegarder la biodiversité au plus haut niveau. Reportage de Jean-Damascène Manichim. Depuis Kigali, la capitale rwandaise en voiture, il vous faudra environ 4 heures pour entrer dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est un massif forestier situé au sud-ouest du Rwanda et s'étend précisément sur 5 districts, Nyaruguru et Nyamagabe de la province du Sud, Rusizi, Nyamasheke et Karongi de la province de l'Ouest. Situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi où il se prolonge avec le parc national de Kibira, le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. Depuis 2005, la forêt naturelle de Nyungwe est devenue le parc national de Nyungwe. Ce parc est un ensemble de 3 composantes de propriété naturelle qui s'étend sur une superficie de plus de 1000 km² avec une zone tampon de plus de 10 000 hectares, comprenant la forêt naturelle de Nyungwe qui couvre les collines et les montagnes du sud-ouest du Rwanda, connu comme le plus grand îlot de la forêt de montagne de l'Afrique de l'Est.
la forêt naturelle de Kiamudongo et une petite forêt naturelle de Gisakura. C'est également le paradis des primates qu'on ne trouve pas ailleurs au monde. Le parc national de Nyungwe est parmi les zones forestières les plus diverses et importantes de montagnes du Rift albertain. Il est caractérisé par une large gamme d'habitats soutenant une forte diversité de plantes. Environ 200 espèces d'arbres, 100 espèces d'orchidées, de reptiles, de mammifères, d'oiseaux rares et de primates. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté. La fameuse rivière Rukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est cette même source du Nil qui a attiré les premiers explorateurs européens au XVIIIe siècle à venir explorer l'Afrique centrale et de grands lacs richesses naturelles qu'elle regorge. D'une beauté exceptionnelle, le parc national de Nyungwe est un paysage vert unique, avec ses splendides cimes du haut de la canopée, ses innombrables rivières, ses magnifiques chutes et ses marais, ainsi que son climat rare au monde, qui lui confère son esthétique exceptionnelle, ce qui fait la joie des touristes qui s'y rendent régulièrement. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Ron Adam, en est témoin. I feel great, no problem. Je me sens bien, pas de problème. Nous avons été sur le pont. Tout s'est bien passé. C'est à la fois sécurisé et sûr. Le pont est sûr et vous vous sentez à l'aise parce que c'est assez calme et tranquille. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait venir visiter le Rwanda. Everyone should come. Visit Rwanda. Le parc alimente deux des plus grands fleuves du monde, le Congo et le Nil, et fournit 70% de l'eau douce du pays. Pierre Niemuka, agent du parc national de Nyungwe, affirme que la physionomie de ce parc lui confère une importance particulière, non seulement pour le Rwanda, mais également pour toute l'Afrique. Par les revenus touristiques de ce parc, la sauvegarde de Nyungwe s'impose, car elle est d'une grande particularité. Nyungwe figure parmi les grandes forêts tropicales africaines. C'est très important. Protéger cette forêt, c'est protéger la vie des gens. Sa sauvegarde, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Pour le pays, les recherches ont montré que 70% des eaux de notre pays prennent source dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Deuxièmement, comme vous le savez, la source du Nil se trouve dans ce parc de Nyungwe. Toutes nos rivières comme la Nyabarongo et autres sont alimentées par l'eau qui vient de Nyungwe. Vous comprendrez donc l'importance de ce parc. L'eau est vitale dans l'agriculture. La population avoisinant ce parc en est témoin et les cultive presque toute l'année. Ce parc est entouré de 6 usines théicoles qui dépendent entièrement des eaux de Nyungwe et de la pluie abondante attirée par ce parc. Pour l'Afrique, je l'ai dit, le fleuve Nil, qui a sa source ici, traverse plusieurs pays. Parti d'ici, continue jusqu'au Soudan et en Égypte, partout on exploite cette eau. Donc sauvegarder ce parc, c'est sauvegarder la vie dans tous ces pays qui utilisent l'eau du Nil. Nyungwe est l'une des plus anciennes forêts tropicales d'Afrique. Avec son potentiel hydraulique, le parc de Nyungwe profite énormément à la population voisinante qui vit essentiellement de l'agriculture. Aux alentours, de larges plantations théicoles embellissent le paysage de la région. La forêt naturelle de Nyungwe démontre une fois de plus la détermination et les efforts du gouvernement du Rwanda de protéger et de sauvegarder l'environnement. Bienvenue à vous, Kali Gaïga. Vous êtes donc à l'entretien de la semaine. Nous allons évoquer ensemble un concept un peu nouveau dans l'univers rwandais, coaching de vie. Parlez-nous un peu des origines de ce concept que peu de Rwandais connaissent. D'abord, bonjour Patrick. Merci de me recevoir ici. Voilà, je suis donc coach de vie. Et c'est vrai que c'est assez nouveau au Rwanda. Et voilà, j'ai fait ceci pendant 2 ans par Internet. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que ça aide les gens
à devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans tous les domaines. Et j'ai fait ça à Bruxelles pendant 2 ans. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire, parce que c'est tellement intéressant. Quand il faut aider les gens, moi, je suis la première. Et j'adore ça. Parce que ça m'aide aussi, en fait. Très bien. Ouais. Le coaching de vie prend généralement la forme de conversation, d'après ce que Exactement. vous m'avez dit, direct, qui aide les gens à élaborer un plan d'action pour atteindre leurs objectifs Exact. et les mettre sur la voie du succès. Pouvez-vous indiquer les différentes techniques que vous utilisez pour atteindre ces objectifs justement dans cette démarche? Mais déjà, il faut une rencontre, ce qui est très important. Il faut que la personne ait confiance en moi. Et à ce moment-là, on discute. En fait, ce sont des discussions. Et on cherche. C'est que la personne me dit exactement ce qu'elle veut dans sa vie, ce qu'elle veut améliorer. Parce qu'en fait, on croit toujours que c'est comme aller chez le médecin. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt améliorer sa vie. Je pensais justement, c'est comme si on allait chez un psy. Pas vraiment. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Parce que les psys, ils ont déjà l'art de regarder l'heure, et puis après l'heure, c'est hop, ciao, vous revenez demain. En fait, ils ont compris, mais bon, voilà, c'est plutôt médical. Moi, ce n'est pas du tout médical non plus. Et c'est comment? Oui. Eh bien voilà, par exemple, vous venez, je fais ça à la maison, et mon bureau est plutôt à la maison, et on fait ça dans le jardin quand il fait beau, pourquoi pas, ou à la terrasse. Et vraiment, on parle pendant 1 heure. Et en parlant, la personne se découvre. Et évidemment, c'est privé. Oui. Je ne vais pas prendre 10 personnes en même temps. C'est privé. Oui. Voilà. Alors, dans ce monde de plus en plus moderne, des millions de personnes, des fois, perdent un peu leurs repères Exact. du point de vue émotionnel, relationnel, point de vue de la santé, mais aussi dans leur parcours professionnel, n'est-ce Aussi. pas? Souvent, ces personnes perdent leur motivation. Voilà. C'est bien là que vous intervenez. Tout à fait. Racontez-nous un peu. Bien, par exemple, les gens, ils ont très peu confiance en eux d'abord. Moi, je suis plutôt coach sur la confiance en soi. Et il faut d'abord avoir confiance en soi pour bien mener ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire. On doit d'abord avoir confiance en soi, sinon ça ne marche pas. Et comment avoir confiance en soi? Ah, ça, il faut venir parler avec moi. Oui. Oui. En discutant, déjà en regardant ce qui ne va pas, en faisant une liste de ce qui ne va pas, parce que c'est bien de faire une liste, comme ça on voit plus clair. Et après, on travaille sur ce qui ne va pas. Donc c'est la personne qui commence à vous parler. Exactement. Exactement. Vous lui posez des questions Exact. et vous établissez une liste. Oui, c'est obligatoire. Uh-huh. La personne doit établir sa propre liste aussi. Oui. Et comme ça, elle voit ce qui ne va pas. Et alors, elle change, par exemple, pour être positive, elle met à gauche ce qui ne va pas. Elle écrit à droite. Voilà, par exemple, les gens disent « Oh, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ceci, cela. » Et à droite, elle va mettre « Je suis capable de le faire. » Et ça change. Le mindset devient plus positif que négatif. Oui. En changeant les négatifs, le côté négatif. Voilà. Vous avez eu cette expérience pendant 2 ans à Bruxelles. Oui, oui, oui. Et comment était la réception, la perception de ce concept à Bruxelles avant de parler du Rwanda? Eh bien, écoutez, c'est vraiment intéressant. Franchement, j'ai adoré. Si je pouvais, j'aurais fait une troisième année, tellement parce que ça réveille plein de choses en soi. On se découvre en fait. Et on se découvre tout simplement. Et ça, il n'y a pas mieux. Pour avancer, il faut d'abord se découvrir, savoir qui on est. C'est bien de dire je veux ci, je veux ça, mais on n'aura rien si on ne sait pas qui déjà on est et ce qu'on veut. Exact. Et pourquoi on veut changer. Ça, c'est très important. Alors, il y a eu ce concept que vous avez pu appliquer à Bruxelles. Vous êtes au Rwanda, il y a une culture différente ici dans ce pays. Comment les Rwandais, en général, en perçoivent ce nouveau concept de coaching de vie?
Déjà, ça fait peur parce que les gens n'aiment pas changer dès le départ parce que c'est tellement difficile. Déjà parler de soi, les Rwandais ont du Voilà. mal à parler de soi. Exactement. Mais ça vient à partir de la naissance pratiquement. Dès que l'enfant grandit, quand il veut s'exprimer, on lui dit tchétchéka. Ça ne va pas. On l'empêche de s'exprimer. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser l'enfant s'exprimer. Et voilà. Oui. Alors, Ça donc, commence petit. oui. Mais connaissant la culture rwandaise, je sais que les gens ont du mal à s'exprimer. Et vous avez travaillé à Bruxelles, dans une culture occidentale. Oui. Vous êtes au Rwanda. Évidemment, vous discutez avec des hommes et des femmes de ce concept. Vous les aidez à avancer, à avoir confiance en eux. Et comment ces gens réagissent par rapport à ce que vous leur proposez? Mais déjà, ils se sentent mieux. Après même un mois, ils se sentent déjà beaucoup mieux parce qu'ils arrivent à s'exprimer comme il faut. Ils arrivent à dire ce qu'ils ont en eux, à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas facile de sortir de ça. Oui. Alors, comment reprendre l'estime de soi? Vous parlez aussi de l'estime de soi ou l'équilibre personnel lorsqu'on l'a perdu. C'est une question que les gens peuvent se poser. Oui, exactement. Mais déjà, il faut reconnaître ce qui ne va pas. Les choses qui ne vont pas, il faut le reconnaître et l'écrire, c'est très important. Et alors, on va travailler là-dessus pour que ce soit en positif. Et là, quand la personne devient positive moralement, elle se sent évidemment beaucoup mieux. Et là, on travaille dessus pendant une année. Ah oui, à propos du temps, de la durée, ça prend combien de temps cette... Ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui comprennent plus vite que les autres. Mais normalement, c'est vraiment une année. Ça prend une année. Et des fois plus, parce que voilà, les gens ne sont pas pareils et ils ne captent pas de la même manière. Alors, donc, ils établissent cette liste de ce qui ne va pas, Oui. ce qui va, Oui. ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils peuvent faire. On peut tout faire, Voilà. mais il faut choisir ce qu'on veut faire pour aller mieux. Choisir ses priorités. Oui, exactement. Par rapport à un ensemble plus grand, on a peut-être plusieurs priorités, mais on a besoin de déterminer ce qui est le plus important pour soi. Voilà. Quelle est souvent la première étape à suivre pour le public qui est en train, les personnes qui nous suivent en ce moment? Comment il faut faire quand on a besoin de vos services? Ben, il faut juste me donner un coup de fil, un coup de téléphone, qui est le 0788 200 583. Et quand on vous appelle, vous les recevez directement? Absolument. Et donc, peut-être la dernière question, les gens qui ont peut-être du mal à pouvoir à passer le premier pas, à aller vers vous, est-ce qu'il y a une possibilité de vous écrire aussi? Absolument. J'ai un site web qui est le kalilifecoaching.com. Ils peuvent vous écrire et puis peut-être prendre rendez-vous dans un second temps. Absolument. Merci beaucoup à vous, Kali et Gaïga, d'avoir accepté de répondre aux questions de l'entretien de la semaine. Nous vous remercions de ces précisions par rapport à ces concepts nouveaux qui s'appellent le coaching de vie. Merci de votre présence à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Nous souhaitons un prompt rétablissement au pape François. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.